Franz et Paolo étaient meilleurs que Luka et LeBron la nuit dernière. Victoire du Magic sur les Lakers 118-106 avec un super duo pour Orlando, Wagner et Banchero. 32 points, 5 rebonds, 9 passes pour Van Wagner. 30 points, 7 rebonds pour Paolo Banchero. Une très belle victoire du Magic et une nouvelle défaite des Lakers. C'est une période de moins bien quand même pour Los Angeles. Il y a eu l'euphorie après les débuts de Luka Doncic. Là, on est sur 7 défaites sur les 10 derniers matchs. 3 défaites de suite. Mais je sais pas s'il faut retenir. Moi, forcément, en tant que fan d'Orlando, je suis content de les voir enfin gagner un match où les deux sont bons contre une bonne équipe. Et en même temps, c'est un peu curieux cette période des Lakers. Ils ont été tellement convaincants depuis le début de l'association LeBron-Luka. Même en l'absence de LeBron, il y a eu quelques matchs où on a senti Luka vraiment bien. Là, il manque pas grand monde, si je dis pas de bêtises, puisqu'Hachimura est revenu. Il manque l'effectif est quasiment au complet finalement. Là, ils sont au complet. Ouais. Et l'impression que j'ai eue devant le match, c'est que, et forcément ça l'a fait sur le précédent parce que c'était une tornade contre les Bulls, c'est que défensivement il y a plus de difficultés que ce qu'on avait vu dans un premier temps. On était même un peu étonnés, tu sais, on disait, ils ont perdu Anthony Davis qui est quand même un top défenseur. Le risque c'était d'être très très fort en attaque, mais pour cette deuxième partie de saison d'être en difficulté en défense. Ils ont été incroyables en défense collective, et là ça fait 2-3 matchs que c'est plus compliqué. Alors, on nous le redit souvent dans les commentaires, vous basez pas sur des séries, changez pas d'avis toutes les 3 secondes, mais c'est dur de pas aller avec la tendance. Et là, les Lakers sont un peu en difficulté. Luka, là, ce qui est constant, c'est qu'il est maladroit quand même. Il reste assez maladroit et malgré le retour de LeBron, ça fait 3 défaites de suite et 2 avec LeBron. Ouais, 32-7-7 pour Luka, mais effectivement à 9 sur 23, même s'il est un peu plus adroit que quand il était très maladroit. Après, c'est pas changer d'avis, de pointer du doigt, ça ne change pas le fait qu'effectivement, il y a une formule qui peut marcher défensivement, qui là est un peu plus mise à mal, peut-être parce que justement, il y a un manque de rythme encore de ceux qui viennent de revenir de blessures, que ce soit LeBron James, la rue Hachimura cette nuit. Il y a Austin Reeves a peut-être connu des moments de fatigue. Ces gars-là sont très importants. Luka Doncic, évidemment, il faut qu'il défende. Ça, il n'y a pas de secret. Mais je veux dire, ces gars-là étaient très importants autour. Il y a peut-être un peu moins de jus. Et effectivement, quand tu fais passer le Magic pour une très bonne attaque ou comme une bonne attaque, il y a quand même pas mal de paniers faciles, même en fin de match, des lay-ups et tout d'Orlando. Après, il y a un mix des deux. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une défense des Lakers qui est en berne. Et de l'autre, tu as Orlando qui sort un bon match offensif, ce qui est pas toujours le cas. Orlando a mis 15 paniers à 3 points. J'ose même pas regarder quand est-ce que c'est la dernière fois qu'Orlando a mis 15 paniers à 3 points dans un match. Je pense que je peux en monter loin. 49% de réussite au tir pour le Magic. Mais effectivement, tout ça joue. Mais Los Angeles va devoir se relancer à un moment. Pour l'instant, la 4e place, ils sont égalité avec Memphis. Je trouve que c'est la place un petit peu. Moi, je sais qu'il ne faut pas faire de calcul, mais si je peux me permettre d'être un peu calculateur, la 4e place, elle est importante. La 4e et la 2e, c'est les places clés, j'ai l'impression, dans cette course à l'Ouest. Si tu es 3e, tu vas jouer Golden State. Si tu es 4e, je trouve que tu as un premier tour un peu plus facile, mais par contre, au deuxième tour, tu prends a priori OKC. Mais voilà, 4 et 2 sont pour moi les places un peu clés, et encore 2, n'importe qui sortira du play-in sera difficile à affronter. 3, un peu plus compliqué. Mais c'est en ça que c'est compliqué les calculs, parce que tu calcules pour tomber sur une équipe en particulier et tu perds, t'as l'air con, quoi. C'est la difficulté du truc, et puis surtout, t'es pas garanti. Est-ce qu'il vaut mieux, si t'es persuadé de pouvoir battre l'équipe que tu vas affronter au premier tour, évidemment, mais est-ce qu'il vaut mieux être sûr de passer un tour ou. Est-ce que tu vises du coup la première équipe ou la deuxième équipe? Au niveau de l'évitement, c'est toujours. Moi, j'aime pas les calculs. Ça me saoulait quand des équipes faisaient ça, que ce soit au foot, au basket. Je pense pas que ce soit du calcul pour les Lakers, cela dit. C'était purement moi là. Non, mais je pense qu'ils seraient bien épargnés ces trois défaites-là et les espèces de doutes défensifs, alors que ils étaient hyper complets. Ça switchait à tout va, Vanderbilt et tout. Enfin, je trouve qu'il y avait. Il y avait un truc qui était revenu. Bon, là, c'est peut-être une mauvaise passe, une période de réadaptation. Tu l'as dit, il faut aussi que chacun revienne. Pas impossible que Luka ait un. Alors, pas spécifiquement sur ce match-là, mais qu'il y a un contre-coup physique aussi, parce qu'il a manqué beaucoup de matchs et il en a rejoué beaucoup, même s'ils ont ménagé un peu son temps de jeu. LeBron, il faut aussi qu'il se remette dans le bain, Hachimura, tout ça. Donc, bon, écoute, on va voir si ça se prolonge ou pas. Ça fait 7 en 10 matchs quand même, hein, c'est ça? 7 défaites en 10 matchs. 7 défaites en 10 matchs, donc il faut surveiller, parce que ce classement, tu l'as dit, il est important pour les playoffs.
Et puis, faut aborder les playoffs en confiance, donc si possible avec des victoires. Mais je pense pas que les Lakers sont en train de calculer, hein, pas du tout. Hein. C'est plus moi, j'ai dit s'il y a un calcul à faire, je trouve que les places 2 et 4 sont les plus importantes là en ce moment parmi celles qui sont à la course entre 2 et 6. Les seuls qui Euh, calculaient vraiment, c'est l'Espagne. Hein. À ouais. chaque fois, c'est insupportable. Mais Mais non, là, je pense comme pas non quoi, plus ça qu'ils leur a calculent. souvent profité au final. Ouais, c'est vrai. Allez, de l'autre côté du trade, il y a un certain Anthony Davis. Et justement, Anthony Davis a rejoué cette nuit. Les Mavericks ont battu les Nets 120-101. Dallas qui a décidé de se lancer, enfin de rester dans cette course au play-in, de rester dans cette course à la 10e place. Victoire des Mavericks. Anthony Davis a donc rejoué 6 semaines après son premier match. Il a joué son deuxième match avec Dallas. Il a mis 12 points, 6 rebonds, 3 passes en 27 minutes. Pas mal pour un joueur qui a manqué aussi longtemps. Il y a 22 points de Najee Marshall en sortie de banc. Et tout d'un coup, les Mavericks ont un effectif un peu plus profond en fait. Il y a du monde qui est revenu. Jaden Hardy aussi revient en ce moment. Dwight Powell. Du monde qui rejoue. Moi, j'avais pas forcément tablé sur le retour d'Anthony Davis avant la fin de la saison. On avait compris qu'ils allaient essayer de le faire revenir parce qu'il avait fait s'entraîner avec la G-League, avec quelques autres blessés. Forcément, on est obligé de revoir la copie sur ce que sont capables de faire les Mavs. Ils sont un peu légers, mais si tu as Anthony Davis et que tu es à peu près certain qu'il est en forme physique, qu'il va pas se blesser demain, ça change, ça change les perspectives. Et ils peuvent à nouveau être à la lutte pour le play-in avec Phoenix notamment. Ça change tout. Ça reste Anthony Davis là sur un temps de jeu. C'est logique, il avait l'air un peu prudent, un petit peu rouillé, l'adversaire était pas dingue, c'était une bonne opposition pour revenir tranquillement. Faut voir sur la durée, mais ça change forcément les choses pour Dallas. Je dis pas, je vais pas dire Nico avait raison, c'est bon. Il y a Anthony Davis, ils peuvent jouer le titre dès cette saison, rien à voir. Mais en tout cas, juste pour ne serait-ce que se qualifier pour le play-in et pour les playoffs, c'est une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, ça va être un peu moins mort. Moi, j'imaginais déjà la fin de saison sans Davis, sans personne, et puis une lente glissade vers un semi-tanking. Bah ouais, mais est-ce que ça aurait pas été mieux en fait? Je pense, Alors oui, mieux, mais je sais pas, peut-être pas, parce que tu as raison, effectivement, au moins la saison est moins morne, mais il y avait peut-être moyen de récupérer un pic. Il y a, alors pas un pic très haut classé, hein, ça aurait pas changé tout, mais c'est toujours un pic de prix. Là, tu me dis, c'est même pas sûr qu'avec Anthony Davis il fasse le play-in. Les Suns non. sont dans une bonne période. Les Suns sont bien plus intérêt que les Mavs à vraiment essayer d'accrocher les playoffs. Il revient tôt. J'ai vu, alors je pense pas que ce soit vrai, mais c'est marrant. Il y en a qui disent que Nico Harrison il pousse pour que son gars Anthony Davis revienne le plus vite possible, notamment pour jouer le match contre les Lakers le 2 avril à Dallas. Parce que si les Mavs gagnent ce match avec Anthony Davis qui, d'une certaine manière, prend le dessus sur Luka, ça permettrait éventuellement de relativiser le trade. Je pense que c'est complètement faux. Je pense que peu importe le résultat de ce match, ça relativisera absolument pas le trade qui peut pas être lié à un match. Et je dis pas que Nico Harrison est en train de penser ça. Je répète une théorie qui est un peu fumeuse. C'est une théorie de bar. C'est une théorie de bar, comptoir de bar. Mais elle est intéressante de se demander est-ce que les Mavs veulent pas absolument remontrer Anthony Davis sur le terrain, mais c'est quand même risqué, tu vois. Il revient tôt. Imagine là, Anthony Davis, il revient, il se repète à un moment. Il se repète dans les prochains jours. Tout ça, pourquoi? Pour une 10e place à l'Ouest. Et qu'est-ce que cette équipe elle va faire au play-in ou même en play-off sans Kyrie Irving? Là, les Mavs, ils font une série où ils accrochent un adversaire. Je pense pas. Moi aussi, je pense que c'est. J'aime pas le fait que ça Après, puisse être un risque pour Anthony Davis pour sa santé si tu veux vraiment tabler sur lui sur l'année prochaine. Je pense aussi que c'est un risque inutile que se battre à tout prix pour le play-in. Ok, les fans ils vont se dire bon, ok, il y a des matchs cool, une belle opposition peut-être, mais voilà, remettre Anthony Davis, et si c'est la fameuse théorie que tu évoques, est-ce que si c'est pour garder un peu la face et pour qu'il y ait un peu d'émulation sur le match Dallas-Lakers, c'est mettre un pansement sur une triple fracture, enfin ça sert à rien quoi, je trouve. C'est pour la forme en fait. oui, après, par contre, là où moi je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai qu'il y a peut-être aussi le besoin tout simplement de relancer un petit peu l'intérêt de l'équipe. Ici, Anthony Davis, au moins tu montres quand même, regardez, nous aussi on a une superstar, en imaginant qu'effectivement il soit brillant et que l'équipe gagne des matchs. Là, ils ont battu des Nets qui n'ont absolument pas envie de gagner des matchs. Brooklyn est sur 3 ou 4 défaites de suite, ils ont complètement lâché eux aussi, c'est comme Philly, c'est comme Toronto. D'ailleurs, c'était intéressant, il y avait un Toronto-Washington cette nuit, mais c'est des équipes qui n'ont plus envie de gagner. C'est toujours une victoire de prise. Il y a un joueur qui fonctionne bien à Dallas, c'est Kai Jones.
pour une fois qu'on parle de lui pour ce qu'il fait sur le terrain, parce qu'il est bon cette saison en fait sur les minutes qu'on lui donne. C'est un joueur NBA. Hein. Là, à Dallas, il est à 15 points, 90% au tir en 4 matchs. 15 points, 9 rebonds, 90% au tir. Il rate rien. Bon, il dunk essentiellement, mais Kai Jones, il a sa place en NBA. Hein. C'est un mec qui a sa place en NBA en termes de niveau de jeu. Après, voilà, que peuvent faire les Mavs avec Anthony Davis? Écoute, ça va être la question de cette fin de saison, mais au moins, effectivement, ça redonne un peu plus d'intérêt. C'est un peu moins en berne. Pour l'instant, ils sont toujours 11e. Hein. Les Suns ont aussi gagné cette nuit. Donc, mais il y aura une belle lutte entre ces deux équipes. On verra qui finit par garder cette 10e place. On peut enchaîner justement avec Phoenix qui a battu Milwaukee in extremis 108-106 avec un très beau game winner de Devin Booker à 1 seconde de la fin. Très beau game winner, un step back, side step, on peut appeler ça comme on veut, fade away. 19 points, 12 passes, très beau panier, dur dans sa réalisation et un match très clutch de Kevin Durant, 38 points, 8 rebonds, 5 passes, avec aussi un panier à 3 points décisif en fin de match. Ouais, à chaque fois maintenant que Devin Booker va être bon ou marquera un panier décisif, je penserai à notre ami Simon Capelli-Belter qui avait trouvé le jeu de mots Sympathy for the Devin, qui me pousse à écouter le morceau des Rolling Stones dans la foulée. Excellent panier, magnifique panier de Devin Booker. C'est bien, ils ont réagi dans la foulée du podcast qu'on a fait sur les Suns hier, que je vous invite à écouter. On fait l'autopsie, ils sont pas morts techniquement, mais le projet en tout cas autour de la franchise tel qu'il était conçu à la base est sans doute un peu décédé, mais il reste il y a un peu le pouls, il y a toujours du pouls du côté des Suns. Parce qu'ils sont obligés d'essayer de jouer le play-in, c'est normal, et qu'ils ont bien fait de gagner vu que Dallas a gagné comme on en a parlé avant. Gros match de KD, tu as dit, avec les 38 points, et Booker qui n'était pas dans un très très grand soir non plus en termes d'adresse ou de production. Son panier, si vous ne l'avez pas vu, il est assez magnifique techniquement, je trouve, tu as raison. Il y a un truc quand même, c'est que les Suns ont enfin trouvé une formule qui fonctionne à peu près. Et je dis à peu près, c'est-à-dire que là, les Suns, ils ont intérêt à garder le même line-up. Ils ont presque à espérer que Bradley Beal ne revienne pas, mais garder le même line-up parce que ça marche en fait. Ça marche suffisamment pour gagner des matchs, c'est-à-dire que tu as le talent de Kevin Durant et Devin Booker, et derrière, tu as des joueurs actifs et enfin athlétiques, qui est le plus gros point faible des Suns. Ryan Dunn, athlétique, là il fait 12 points, 9 rebonds. Nick Richards, 10 points, 10 rebonds. C'est quand même une bonne pioche, Nick Richards, pour ce dont les Suns avaient besoin. Oso Ighodaro en sortie de banc, très grand. Cody Martin qui est arrivé des Hornets, athlétique. C'est pas un joueur dont on va beaucoup parler, Cody Martin, mais il va faire du bien sur ces quelques minutes. Colin Gillespie, lui, c'est pas forcément le qualité athlétique, mais ils ont trouvé un autre joueur jeune qui fonctionne bien. Ouais, donc voilà, il y a quand même enfin un moule qui se crée, tu vois. Et ça, Phoenix, c'est fou que ça ait pris autant de temps, mais enfin, là, sur cette fin de saison, il y a quelque chose. Mais Ryan Dunn, Greg nous le disait hier, il y a peut-être eu des moments où il a perdu un peu en adresse, un peu en intensité dans le jeu, mais ça allait aussi avec l'équipe. Enfin, c'est pas un rookie de tirer l'équipe vers le haut constamment, surtout avec des vétérans comme il y a là. Mais à chaque fois qu'il joue, défensivement, le gars, il est élite. Franchement, déjà à la fac, il était impressionnant. Et même en NBA, il est élite. Il arrive par instant à avoir une belle adresse. Enfin, il apporte quelque chose qu'il n'y a pas dans l'équipe. Donc c'est très bien qu'il soit aussi impliqué que ça finalement. Et c'est pareil pour Ighodaro. Dès qu'il sort du banc, il apporte ce qu'on a vu faire depuis qu'il est un peu sur le devant de la scène. Donc je ne sais pas s'ils ont trouvé une formule, mais c'est pareil ce que disait Greg hier. Tu vois des joueurs qui ont l'air au moins de se soucier un peu du sort de l'équipe. Ça n'a pas toujours été les stars, et c'est ce qui est aussi peut-être le problème quelque part. Mais là, sur un match comme hier, contre une bonne équipe, c'est quand même Milwaukee, moi j'ai encore bien aimé ces deux-là. En fait, j'aime bien le fait qu'il se soit enfin sorti du prisme juste du talent. C'est-à-dire qu'au talent, Grayson Allen, qui a toujours un rôle d'ailleurs, Grayson Allen, il y a des joueurs meilleurs que ces gars-là, que les Dunn, etc. Mais le talent est déjà là avec Booker et Durant autour. Il ne faut pas que du talent, il faut de la cohérence. Et ces gars-là donnent de la cohérence. Ça peut faire un peu peur de se dire, ah ok, on compte quand même sur 2 rookies, un sophomore, etc. Mais Dunn et Ighodaro, déjà, c'est des rookies vieux, toute proportion gardée. C'est des rookies de 22 ans, c'est des gars qui ont quand même de la bouteille. À une époque, un gars de 22 ans, il arrive en NBA, il est prêt, tu vois. C'est pour ça qu'on a connu une époque où les rookies, ils arrivaient, c'était direct 20 points, 10 rebonds. Bah ouais, mec, ils avaient fait 4 ans à la fac. Tu vois, c'était pas des freshmen. Donc là, évidemment, on a quand même des rookies préparés. Donc même s'il y a de la jeunesse et de l'inexpérience, il y a quand même
une forme de maturité dans ces gars-là. Il y a des joueurs qui sont prêts à se donner sur le terrain. Je pense que cette équipe des Suns, quand même, elle est largement capable d'aller chercher cette 10e place, éventuellement de se qualifier pour les playoffs. À voir. En tout cas, voilà, comme on le disait, la lutte va être intéressante avec Dallas. Du côté des Bucks, terrible, 9 lancers francs ratés, dont un de Brook Lopez à la fin. Ça coûte sur une défaite de 2 points. Giannis en rate 7. Il finit à 31 points, 10 rebonds, 5 passes, mais trop de lancers ratés. Ouais, et Brook Lopez, il est un peu court aussi sur le. Bon, on ne peut pas lui en vouloir, hein, c'est pas le joueur le plus mobile face à Booker, mais il a réussi à créer l'espace face à Lopez, à Booker. Chicago, l'équipe en forme du moment avec 2 joueurs très en forme, Josh Giddey et Kobe White, pardon, pas Cody, Kobe. Victoire des Bulls contre les Nuggets 129-119. Il n'y avait toujours pas de Nikola Jokic, il n'y avait pas non plus Aaron Gordon pour les Nuggets. Mais donc victoire de Chicago, 37 points de Kobe White, c'est son 3e match de suite à 35 ou plus, son 13e de suite à 20 ou plus, 26 points, 7 rebonds, 9 passes de Josh Giddey, qui a été décisif aussi à la fin. Là, c'est vraiment le tandem derrière qui porte l'équipe. Ils se régalent et ils sont super cool à avoir joué. Il y a cet esprit tourné vers l'attaque qui fait que c'est spectaculaire de regarder les Bulls. Alors certes, là c'était des Nuggets sans Jokic, sans Aaron Gordon, mais quand même, ils viennent de taper les Lakers et les Bulls, et les Nuggets, pardon, et en jouant ce style vraiment, vraiment cool. Alors, je sais pas quoi attendre des Bulls jusqu'à la fin de la saison, mais en tout cas, le changement, c'est que j'ai envie de les regarder. Et je pense que les gens devraient les regarder parce que Kobe White, il est passé à un niveau de chaleur assez insensé. Au milieu de tout ça, là, t'as un Vucevic qui est presque discret, qui observe un peu, qui apporte son expérience, mais c'est vrai que c'est le backcourt, c'est White, c'est Giddey. Giddey toujours, alors il a pas frôlé le quadruple-double comme contre les Lakers, mais il a encore été excellent, hein. Tu l'as dit, 26 points, 9 passes. Ouais, bah si vous n'avez pas encore regardé les Bulls, et je comprends que vous les ayez pas encore regardés si vous nous avez écoutés depuis le début de la saison, c'est vraiment le bon moment pour les regarder. Ouais, non, clairement, c'est une équipe qui fonctionne bien. 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc, ça se passe bien pour Chicago qui est en passe de se rapprocher de la 8e place. Il y a quoi, ouais, ils sont à 2 matchs d'écart du Magic. Chicago peut éventuellement essayer d'aller chercher l'avantage du terrain sur au moins un match de play-in à suivre. Donc Boston a battu Sacramento 113-95. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que Jason Tatum est sorti sur blessure. Ouais, Tatum qui s'est sans doute fait une méchante entorse en shootant, il est retombé. Alors il y a un close-out de Sabonis qui prend une flagrante de niveau 1 sur la situation et qui semble se tordre la cheville. Les images sont pas ultra claires, mais il se tord de douleur après, il sort et il revient pas. Il était sur un bon match en plus, hein. Il avait marqué 25 points. Ça s'est passé en début de 3e quart-temps. On espère que c'est pas trop sérieux. Je pense pas qu'il faille s'alarmer et se dire qu'il va manquer les playoffs ou autre. On va quand même attendre les examens parce que la cheville, ça peut ne pas être qu'une simple entorse. En tout cas, ça a gâché un peu la soirée facile et plutôt cool pour les Celtics qui n'ont rencontré aucune difficulté contre les Kings. C'est leur 6e victoire de suite en plus. Alors bon, pour finir la saison, ça ne sera pas forcément problématique, hein. Boston est en pleine bourre, mais effectivement, les Celtics vont avoir besoin d'un Jason Tatum à 100%. Donc il faut espérer que ce ne soit pas une blessure trop grave pour la suite, même si je pense que cette équipe est même capable de gagner sa première série de playoffs sans Jason Tatum. C'est assez dingue à se dire, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Qu'est-ce qui restait comme match? Toronto a battu Washington 112-104, 21 points de Quickley, 21 points de Poeltl, 16 points, 5 rebonds, 3 contre. Alex Sarr qui a tous les ballons, qui est abreuvé en ballon, mais qui est très maladroit. 6 sur 19, 1 sur 7 à 3 points, 3 sur 9 au lancer franc. Bon, là, c'est toujours ça de prier à ton gars Bob Carrington. Il fait 15 points, 11 rebonds, 6 passes aussi pour Washington. Tout à fait. Pas grand chose à ajouter dessus. J'allais effectivement préciser que c'est surtout à 3 points qu'Alex Sarr a été maladroit. À nouveau, c'est bien qu'il ait les opportunités de les prendre et qu'il rechigne pas. Il y a des soirs où ça rentre bien et ces dernières semaines, c'est plutôt bien rentré à 3 points. Là, c'est pas passé. Ouais. Indiana a battu Minnesota 119-103 avec 24 points de Tyrese Haliburton, 16 points, 16 rebonds pour Rudy Gobert, gros double-double du français. Ouais, et les Pacers toujours, je le mentionne à chaque fois, mais je trouve que c'est vraiment une équipe qui, sans faire de bruit, joue très bien, qui prend ses aises à la 4e place, mine de rien. Creuse l'écart, ouais. C'est ce qui n'était pas forcément attendu, hein. On voyait surtout les Bucks
finir à cette place-là avec la bonne dynamique après le démarrage catastrophique. Les Pacers ont eu des petits trous d'air à un moment de la saison, mais ils sont là, ils sont à droit à 3 points. Tyrese Haliburton, je le répète, revient vraiment à un niveau que je trouve très satisfaisant. Il y a des joueurs qui sortent pas de l'obscurité, parce que ponctuellement il a été bon, mais Obi Toppin, je trouve qu'il devient de plus en plus productif. Il a marqué 5 ou 6 paniers à 3 points, il a été vraiment bon dans ce match. Et ça fait 5 victoires de suite pour Indiana qui tremble devant pas grand monde, je trouve, à chaque fois. C'est une équipe que je trouve constante, quel que soit l'adversaire, en fait. Et qui est sûre d'elle, ce qui est assez logique parce que c'est une équipe qui se connaît bien. Et c'est aussi une des équipes que j'aime bien voir jouer. Ouais, c'est au final une équipe qui a fait une belle saison. Ça a mal démarré, on était déçus, inquiets pendant un moment, mais qui au final est en train de faire une belle saison, effectivement. Et la 4e place commence à creuser l'écart. On peut faire un point NCAA avec une mauvaise nouvelle. Là aussi, c'est Juju Je Watkins. crois, Antoine, qu'on a oublié de mentionner nos amis des Philadelphia Sixers. On est obligé. Alors, les Sixers, ils ont joué contre qui? Pardon, j'ai oublié. C'était un Cancrico encore un peu, hein, les fameux. Ah oui, contre New Orleans, c'est vrai. Victoire des Pelicans 112-99. Mais 12 points, ça trop bon, 4 passes de Gershon Yabusele. J'adore l'entrain avec lequel tu as annoncé cette nouvelle victoire. Ouais, je voyais pas Zion. Là, c'est vraiment là, le match, celui-là, tu me demandes est-ce que je veux le regarder. Dans 5 ans, on se souviendra plus du 5 de Philadelphie et des joueurs qui l'ont composé avec Jared Butler, Justin Edwards, Chuma Okeke, Ricky Council et quand même Gershon Yabusele. Justin Edwards qui fait une belle saison rookie pour un joueur non drafté au passage. Absolument. On nous a demandé de le signaler dans les commentaires. On l'avait cité hier quand même dans les rookies qui terminent bien la saison. Oui, effectivement, tu as raison. Et petite mention, nous ne sommes pas en 2015, mais Elfrid Payton a distribué 14 passes décisives dans un match NBA. C'est incroyable parce que tu sais, il est revenu plusieurs fois avec les Pelicans cette saison. À chaque fois qu'il est là, il fait des bons matchs. C'est pas du tout le style de la NBA actuelle. Moi, j'aimais bien ce joueur. Hein. Alors, Orlando, à l'époque, je le trouvais avec sa coupe improbable qui l'empêchait de shooter parfois. Mais ouais, non, t'as raison, c'est pas le jeu, c'est pas les joueurs ultra modernes. Mais 14 passes, hein, donc en 2025, Elfrid Payton est toujours là, il fait des matchs à 14 passes décisives. Allez, maintenant, on peut passer à la WNBA, à la NCAA. Avec la blessure, je le disais, de Juju Watkins, qui s'est fait les croisés, c'est quand même terrible. L'une des meilleures joueuses, des joueuses les plus prometteuses, du basket féminin, qui s'est du coup salement blessée au genou. Ouais, c'est une terrible nouvelle parce que elle était déjà un peu touchée, donc on peut se demander à quel point ça a joué sur sa blessure. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut insister avec des joueuses qui sont diminuées, des joueurs ou des joueuses qui sont diminuées, qui prennent le risque de se blesser derrière? Et là, juste avant le Sweet 16, sur une attaque de cercle, le genou a totalement tourné et même pas une heure après, le verdict était tombé. Elle avait les rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. C'est dommage parce que on la reverra en NCAA, hein, ça c'est sûr. Elle peut être draftée qu'en 2027, mais là c'est le moment où tout le monde a les yeux un peu, où les gens ont un peu les yeux tournés vers le tournoi universitaire, vers les filles. Tout le monde s'attendait, espérait un moment un USC contre UConn, Juju Watkins contre Paige Bueckers. C'était très vraisemblable. Et malheureusement, il y a cette sale nouvelle. Elle va manquer plusieurs mois, peut-être l'entièreté de la saison prochaine, on ne sait pas. Mais c'est un coup très dur. Malgré ça, USC s'est quand même qualifié contre Mississippi State sans surprise. Au prochain tour, ce sera plus compliqué. Mais ouais, c'est la grosse nouvelle de la nuit. Je vais quand même donner les autres résultats parce qu'il y avait du coup Paige Bueckers et UConn qui... Elle fait un match de folie, Paige Bueckers. Elle fait tout le temps des matchs de folie de toute façon au niveau là. Elle fait une saison sur sa saison. Elle est sur je crois qu'elle est sur du 50-40-90 avec le meilleur ratio assist-turnover de toute la NCAA. Enfin, elle est totalement dingue. Là, c'est marrant parce que c'était son dernier match à domicile avec UConn. Et à la fin, elle était sur le podium avec Gino Auriemma qu'on a quand même vu. Il a quand même vu des joueuses passer. Ça fait 31 ans que UConn va au Sweet 16 quand même, de suite. Et il a vu passer les Torazi, Bird, Maya Moore, Brianna Stewart et compagnie. Et à la fin, c'est la première fois, je crois, que je le vois. Il a dû retenir des larmes quand elle est partie du podium parce qu'il savait que c'était la dernière fois à domicile, que c'était un match très très symbolique. Et c'était assez émouvant parce que c'est quand même... il passe un peu pour le mec au cœur de pierre. C'est évidemment pas le cas, mais UConn a très facilement dominé South Dakota State, 34 points, notamment pour Paige Bueckers. C'est UConn, tête de série numéro 1. Toutes les têtes de série numéro 1 sont au rendez-vous du Sweet 16. Texas a battu Illinois 65-48, 20 points pour Madison Booker. LSU a explosé Florida State 100-71. Il y a eu un match assez fou avec 2 prolongations entre Alabama et Maryland. Victoire de Maryland 111-108
Donc 2 prolongations. Et il y a une joueuse en face qui a mis 45 points quand même. Hein. Sarah Ashley Barker de Maryland qui a mis 45 points, mais en face, ça a fini par prendre le dessus. Le programme du Sweet 16, donc là il y a une petite pause jusqu'à ce week-end, hein, c'est comme pour les garçons. On a donc pour les têtes de série UCLA qui va jouer contre Ole Miss, LSU qui est tête de série numéro 3 qui joue NC State, USC donc malheureusement sans Juju Watkins qui affrontera Kansas State, avec peut-être après donc un affrontement avec UConn qui devra se défaire d'Oklahoma. Ensuite South Carolina qui est aussi tête de série numéro 1 contre Maryland en 4, North Carolina contre Duke, gros match, grosse affiche entre les facs qui se détestent cordialement. North Carolina qui est tête de série 3 et Duke qui est tête de série numéro 2, coaché de main de maître par Cara Lawson. Et enfin les 2 dernières affiches, Texas, elle aussi une fac tête de série numéro 1 contre Tennessee, et Notre-Dame contre TCU et Hailey Van Lith qui fait aussi un super tournoi. Voilà pour le programme pour l'instant. Yes, on va s'arrêter là-dessus. On vous rappelle que le MOOC Miami est disponible et que pendant la période des préventes, les frais de livraison sont offerts en France métropolitaine. C'est jusqu'au 10 avril. Donc voilà, faut s'y mettre, c'est dans 2 semaines. Et on se retrouve ce soir pour une late session shy, à partir de 23h15. 20. Absolument, c'est vrai que maintenant on traîne un petit peu pour des raisons diverses et variées, mais on va dire 23h15, ça me semble bien. Soyez au rendez-vous. Yes, allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée. The game is out there, and it's either play or get played.